Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Édouard Geffray, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Edouard Geffray. Bonjour. C'est la rentrée des classes ce matin après les vacances de la Toussaint. Il y a 2 ans, le chef de l'État avait promis un professeur devant chaque classe. Est-ce que ce matin, cette promesse est tenue à 100% dans toutes les classes de France? Alors d'abord, avant de vous répondre, peut-être juste pour souhaiter une bonne reprise, parce qu'actuellement on a des 12 millions d'enfants et de jeunes qui sont en train de prendre leur petit déjeuner et de prendre le chemin. Et puis aussi pour vous rappeler juste une petite merveille, parce que c'est tellement banal qu'on n'y pense pas, mais dans 1 heure, un Français sur 5 sera dans les murs de l'école, et un actif sur 30 dédiera sa journée à faire progresser les enfants des autres. Voilà, ça c'est l'école. Et dans 100% des classes avec un professeur? Et alors, j'y viens. Alors, garantir que ce matin, tous les élèves de France auront à coup sûr dans chacune de leurs matières un professeur, c'est objectivement, ça serait vous mentir. Mais très clairement, depuis maintenant 2 ans, on a sensiblement amélioré le remplacement des professeurs qui sont absents pour raison de santé, par exemple. Donc ce n'est pas encore parfait, c'est un chemin, mais c'est un chemin sur lequel on s'est amélioré énormément. Je disais d'ailleurs vacances de la Toussaint il y a quelques semaines, le Conseil supérieur de l'éducation préconisait de les rebaptiser vacances d'automne. Vous dites vacances d'automne ou vacances de la Toussaint? Très honnêtement, je crois que la sémantique chez les Français est assez mixte, donc on peut dire l'un ou l'autre, tout le monde comprend. C'est les 15 jours qui viennent de s'écouler et qui ont permis à nos élèves de se reposer. Mais le terme officiel? Le terme officiel, à ma connaissance, reste encore vacances de la Toussaint, puisque pour ces vacances-ci, c'était déjà programmé par les arrêtés. Mais une fois encore, c'est des questions sémantiques qui ne sont pas très graves. Donc vous ne souhaitez pas que ça reste Toussaint? Vous pensez que ça peut évoluer? Je pense que, honnêtement, les Français emploient l'une ou l'autre expression. Mais vous, en tant que ministre de l'Éducation nationale, vous dites quoi? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de repères sémantiques qui sont connus, comme vacances de Toussaint, vacances de Noël, ça n'a absolument aucune signification pour les Français, ça n'a pas de signification particulière pour les Français en fonction de leur conviction personnelle. C'est des jalons temporels, on peut dire vacances d'automne, on peut dire vacances d'automne, franchement, ça m'est complètement égal, c'est pas mon sujet. Mais le temps où vous serez au ministère, vous utiliserez quel terme, vous? Bon, écoutez, il y a une discussion qui est actuellement en cours avec les organisations syndicales dans le cadre du CSE. On va me faire remonter les textes, je me prononcerai à ce moment-là. Le budget, à partir de ce matin, 9 h, on va revoir cette image d'un hémicycle fourmillant de propositions. C'est toujours le volet recettes qui est examiné. Pour l'éducation nationale, pour les dépenses, ça viendra normalement un petit peu plus tard, avec notamment une hausse de 200 millions d'euros pour le budget de l'éducation, avec également plus de 4000 suppressions de postes qui sont prévues. Alors, elles s'expliquent, et vous les expliquez, notamment par la baisse du nombre d'élèves chaque année. 21 élèves par classe, dites-vous, dans le premier degré, c'est-à-dire les niveaux qui regroupent la maternelle et l'élémentaire. Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que les élèves sont suffisamment encadrés aujourd'hui, l'éducation nationale suffisamment performante pour se permettre de supprimer des postes? Alors d'abord, il faut qu'on soit bien d'accord sur l'état démographique du pays. Il y a une baisse du nombre d'élèves. Ah oui, mais qui n'est pas petite, qui est importante, qui s'accélère. On aura bientôt perdu 1 million d'élèves dans le premier degré, donc école élémentaire et primaire, sur 6 700 000 élèves. À la rentrée 2019, on en aura 5 700 000 à la rentrée 2029. Est-ce que l'école donne suffisamment satisfaction pour qu'on réduise la voilure? Alors, je vous explique. Mais simplement, on perd 1 million d'élèves. Et quand on recrute des professeurs, par définition, on les recrute pour 40 ans. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de s'adapter à cette démographie, parce qu'une fois encore, c'est des réalités territoriales qui sont très différentes. Ce n'est pas une règle de 3. Donc, l'idée, c'est de s'adapter à la démographie, en fonction des territoires, progressivement de baisser le nombre d'élèves. Vous savez que c'est un record à la rentrée 26, on aura effectivement 21 élèves en moyenne par classe. Et donc l'idée, c'est que d'un côté, on baisse le nombre d'élèves par classe là où ils sont encore assez nombreux. De l'autre, on limite la fermeture des classes. Et puis évidemment, en parallèle, on est obligé dans certains endroits de tenir compte de la chute démographique parce qu'elle est réelle et parce qu'elle est absolument considérable. Donc baisse justifiée pour vous. Sur le budget, un amendement, des propositions d'amendement très importantes également portées par 2 députés, a priori incompatibles, qui sont Paul Vannier de la France Insoumise et Violette Spilbout du parti Renaissance, à la suite de leur rapport sur les violences en milieu scolaire, ce qu'on avait appelé le rapport Bétaram. Ils vous proposent de créer un fonds d'indemnisation des enfants victimes, de créer 240 postes d'inspecteurs, des postes en plus pour le coup, d'engager le recrutement de 5000 personnels médico-sociaux pour justement mieux suivre ces élèves, d'augmenter les subventions des associations, et ainsi de suite. Est-ce que vous allez soutenir l'ensemble de ces amendements dans le cadre de la discussion budgétaire? Alors, les amendements, le propre des amendements, c'est qu'ils soient examinés dans l'hémicycle. Donc ça se verra dans l'hémicycle. Avec une position du gouvernement. En revanche, en termes d'objectifs généraux, très clairement, on converge sur un certain nombre de nécessités. Et d'ailleurs, on a déjà commencé. Les contrôles. Les contrôles, c'est indispensable. On aura fait 1000 contrôles d'établissements privés sous contrat cette année. 40% des établissements auront été contrôlés d'ici 2027. Et on va encore créer dans la loi de finances, que je porte, pour la partie éducation nationale, des postes dédiés à ces contrôles, faits pour renforcer ces contrôles.
La partie médico-sociale, vous savez que l'une de mes priorités, c'est la santé physique et psychique des élèves. On va créer cette année 300 postes d'infirmières, d'assistants sociaux et de psychologues, et ainsi de suite. Donc, il y a comme ça un certain nombre de mesures qui sont d'ores et déjà dedans. Il y aura d'autres amendements, on va les examiner dans l'hémicycle, mais très clairement, l'objectif, c'est une fois encore de marcher sur nos deux jambes, instruire et protéger. Et protéger, ça veut dire contrôler. Protéger, ce sera également jeudi avec ce qu'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement qui est organisée chaque jeudi justement après les vacances de la Toussaint. Est-ce un phénomène qui recule ou qui continue d'augmenter? Vos prédécesseurs se sont beaucoup mobilisés. Est-ce que ça a eu un effet? Alors, c'est un phénomène qui est par définition pas évident à appréhender, mais dans nos études, lorsqu'on a fait faire des questionnaires aux élèves, etc., ces 2 dernières années, il est resté stable. La semaine dernière, vous avez peut-être vu qu'il y avait une association e-enfance qui gère le numéro 3018, qui a fait une nouvelle étude qui montre que le phénomène continue en tout cas, j'allais dire malheureusement, à prospérer, notamment à cause des réseaux sociaux. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que la réponse a changé. Vous savez peut-être qu'il y a eu une loi dite Balanant il y a 2 ans, qui a permis en 2022, qui a pénalisé le délit de harcèlement scolaire. Qui crée un délit de harcèlement scolaire passible jusqu'à 10 ans de prison. Exactement. Et avec quel résultat? Et avec quel résultat? Eh bien, écoutez, c'est assez intéressant puisque fin 2024, on avait eu plus de 600 poursuites engagées. On n'a pas encore les chiffres sur les condamnations, mais plus de 600 poursuites engagées et plus de 4200 mesures pénales alternatives. Qu'est-ce que ça recouvre? Donc les mesures alternatives, ça peut être par exemple des interdictions de fréquentation de certains lieux ou de certaines personnes, ça peut être simplement des rappels à l'ordre, enfin il y a toute la gamme si vous voulez qui permet aussi de s'adapter à l'âge des mineurs, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on a une réponse, y compris pénale, qui est extrêmement forte. Et puis dans les établissements, on a aussi une réponse très forte. 100% aujourd'hui des écoles et établissements ont mis en place ce qu'on appelle le programme phare, qui est un programme à la fois de prévention et de détection. Donc on n'a jamais été aussi armé, très clairement, pour faire face. Maintenant, l'école ne peut pas tout faire toute seule. Il faut être très clair. C'est-à-dire que ça nous dépasse. Ça dépasse nos murs. Ça passe par les réseaux, notamment les réseaux sociaux. Et donc, il faut que collectivement, on se mobilise pour protéger nos jeunes. Mais la loi Balanant, telle qu'elle a été rédigée en 2022, pour vous, suffit et permet de répondre, d'apporter la réponse, notamment judiciaire? Sur le plan pénal, à mon sens, oui. Mais la réponse, elle ne peut pas être que pénale. On parle de jeunes, parfois de très jeunes. Ça commence dès l'école primaire. Donc, la réponse, elle est globale. Il faut prévenir, il faut en parler en famille, il faut détecter, il faut témoigner quand on voit des événements, il faut traiter, il faut agir, il faut sanctionner. Est-ce que vous avez aussi des chiffres d'exclusion? Alors, on est en train de consolider les chiffres d'exclusion, puisque vous savez que notamment dans le premier degré, maintenant, on peut sortir un élève, changer un élève d'école. A priori, depuis l'intervention de la mesure qui avait été prise par Gabriel Attal, on a déjà plusieurs centaines d'élèves qui ont été sortis de leur école initiale. J'aurai les chiffres d'ici la fin de la semaine. Un petit mot rapidement, il y a quelques jours, vous avez concédé chez nos confrères de BFM TV que vous aviez des enfants qui avaient été scolarisés dans le public et dans le privé. Ça vous a attiré certaines critiques, mais laissons de côté la partie polémique. De manière très simple, quel avantage ou quel intérêt il y a pour vous, il y a pour les parents concernés, de votre point de vue, à scolariser des enfants dans le privé? Qu'est-ce que le privé apporte aujourd'hui en France que le public n'apporte pas? Pour moi, il n'y a pas d'avantage. Enfin, moi, je ne suis jamais rentré dans une logique différentielle. Il n'y a pas d'avantage différentiel. On n'est pas meilleur dans le public ou dans le privé. Les professeurs ne sont pas mieux remplacés dans le public ou dans le privé. Il y a des circonstances, j'allais dire, éminemment personnelles, et d'ailleurs protégées par la vie privée, mais éminemment personnelles, qui conduisent des parents à un moment ou à un autre par rapport à ce que sont leurs enfants à faire tel choix ou tel autre. Et c'est tout. En tout cas, moi, ça n'a jamais été autre chose. Merci beaucoup, Édouard Geffray. Merci, Adrien Gindre.